Saviez-vous que le Kiswahili, cette langue bantoue parlée entre l'océan Indien et les côtes d'Afrique de l'Est, s'écrivait autrefois en caractères arabes? Influencée par le monopole commercial des marchands arabes qui ont façonné le monde swahili, cette langue a longtemps été un vecteur de la propagation de l'islam dans la région. La période coloniale et l'arrivée des missionnaires chrétiens ont fait basculer le destin de cette langue. Ces derniers lui ont en effet imposé l'alphabet latin, de manière à déconnecter les swahiliphones de leurs racines musulmanes et à permettre l'appropriation de la langue par les Européens. Le swahili est initialement une langue connue pour son rôle dans les échanges commerciaux à travers l'océan Indien. Dès les premières interactions avec les marchands arabes, aux alentours du IXe siècle, la langue swahili a été influencée par les langues du Golfe Persique et une écriture spécifique basée sur l'alphabet arabe s'est développée pour la retranscrire, le Kiswahili Ajami. Les communautés swahiliphones de la côte ont donc adopté cette écriture tout en préservant les caractéristiques phonétiques propres à la langue swahili. Au Congo, bien que le swahili n'était pas la langue dominante, il était parlé par de nombreux commerçants, notamment dans le Maniema et le Tanganyika, des régions propices aux échanges transfrontaliers. D'ailleurs, le Congo n'existait pas tel qu'on le connaît aujourd'hui, et sa partie est était constituée de sultanats à domination musulmane. C'est dans ces régions, autrefois dominées par les arabo-swahili, que de nombreux manuscrits en Kiswahili Ajami, de la période précoloniale, ont été retrouvés. De quoi pouvaient bien être constitués ces écrits et de quel type de texte s'agissait-il? Des documents, dont les plus anciens exemplaires conservés datent de 1880 environ, figurent aujourd'hui dans les archives coloniales belges. On trouve de la correspondance, des traités, des contrats, des manuscrits. D'abord, ils démontrent que l'usage de l'écriture précède l'arrivée des Européens dans certaines régions du Congo, en particulier dans sa partie orientale, remettant en question l'exclusivité de la tradition orale dans la région. Ensuite, leur contenu nous pousse à revoir notre vision de l'histoire précoloniale et coloniale du Congo. Si la plupart de ces documents, les plus anciens, ont été rédigés par des commerçants et des lettrés venus de la côte swahili et du Soudan, parfois de plus loin encore, certains ont été dictés, voire écrits par des chefs locaux. Ces manuscrits contiennent aussi de précieuses informations à propos de certains événements historiques, du commerce, de l'organisation sociale, etc. Nous avons également des manuscrits rédigés non pas en Kiswahili Ajami, mais directement en langue arabe. C'est le cas de la lettre du sultan Zemio au commandant belge Guillaume de Bouve, datant de 1897-1898. Zemio, décédé en 1912, est le fils de Tikima. C'était un chef important parmi les Azande établis dans l'Ouélé, dans le nord-est de l'actuelle RDC. Cette lettre est adressée à un Européen, un officier belge au service de l'État indépendant du Congo. Elle atteste donc de l'existence d'échanges entre des sultans du peuple Azande et des représentants de l'État indépendant du Congo. Concernant la langue de la lettre, elle est écrite en arabe, certes, mais sous une forme fortement influencée par le dialecte en usage au Soudan. Les Allemands et les Britanniques, qui ont colonisé respectivement la Tanzanie et le Kenya, ont cherché à standardiser et moderniser l'administration coloniale, et l'une des étapes importantes de ce processus a été l'imposition de l'alphabet latin. Les colonisateurs voulaient un système unifié et pratique d'écriture pour faciliter l'administration, l'éducation et la communication avec les populations locales. En particulier, les Britanniques, après avoir pris le contrôle de la côte est africaine au début du XXe siècle, ont promu l'alphabet latin pour le swahili, notamment en raison de son utilisation dans les systèmes d'éducation et de gouvernance. L'usage de l'écriture latine a été perçu comme un moyen de moderniser et de simplifier l'éducation, tout en facilitant l'accès aux écoles et à l'administration coloniale. Les missionnaires européens, principalement britanniques et allemands, ont joué un rôle décisif dans l'introduction et la promotion de l'alphabet latin pour l'écriture du swahili. Les écoles missionnaires ont enseigné aux enfants locaux à écrire en alphabet latin, et les manuels scolaires étaient rédigés en cette écriture. Ces mêmes missionnaires ont aussi traduit des textes religieux, comme la Bible, en swahili, en utilisant l'alphabet latin. Ce changement a facilité l'intégration des populations locales dans les systèmes éducatifs coloniaux, mais a aussi entraîné un éloignement de la tradition ajami,
arabe donc. L'introduction de l'alphabet latin était donc vue comme un moyen de civiliser ou de moderniser les peuples locaux selon la vision coloniale de l'époque. Au Congo, le même mécanisme a été reproduit par les colons belges, puisque c'est à partir de 1908 que le Congo est devenu une colonie du Royaume de Belgique. C'est notamment sous la supervision de religieux tels que Monseigneur Rollens, un missionnaire au Congo belge qui fut vicaire apostolique et évêque du Haut-Congo de 1895 à 1941, que le passage du swahili à l'alphabet latin fut opéré. Souvenez-vous qu'après la défaite des Arabo-Swahili durant les campagnes arabes de l'État indépendant du Congo, les Belges ont tout fait pour effacer absolument toutes les traces du règne des musulmans dans l'est du pays. Des mosquées ont été détruites, les demeures des chefs arabes, leurs lieux de sépulture, à tel point qu'aujourd'hui on ne trouve quasiment plus aucun vestige du passage des Arabo-Swahili au Congo. Pour l'écriture du swahili, les Belges se sont servis du remplacement de l'alphabet arabe par l'alphabet latin pour déconnecter les populations locales de leur identité arabo-bantoue et de leur lien avec le monde musulman. Ça n'est d'ailleurs pas pour rien que l'un des tout premiers textes, si ce n'est le premier à avoir été traduit en alphabet latin au Congo, n'est autre que la Bible. Pendant longtemps, dans les livres d'histoire des colons belges, on a justifié la suppression du Kiswahili Adjami et son remplacement par l'alphabet latin par le fait de faciliter l'apprentissage de la langue par les Congolais, en particulier pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture. On nous a expliqué que l'alphabet arabe n'était pas aussi accessible aux populations non musulmanes et n'était pas adapté aux besoins administratifs des autorités coloniales qui privilégiaient la standardisation des systèmes d'écriture. La transition fut progressive et il fallut plusieurs décennies avant que l'alphabet latin ne devienne pleinement dominant dans l'écriture du Kiswahili au Congo. Il est à noter que ce changement d'alphabet du Kiswahili s'est effectué à quelques années près, à la même période que le changement de l'alphabet ottoman par Mustafa Kemal, père de la nation turque. Au lendemain de la chute de l'Empire ottoman, il interdit l'utilisation de l'alphabet arabe, alors utilisé par les Turcs, pour imposer l'application de l'alphabet latin. Après avoir fait taire les critiques, Mustafa Kemal poursuit ses réformes sociales. La langue est le dernier grand domaine auquel il s'attaque. L'alphabet arabe est remplacé par l'alphabet latin, et l'on purifie la langue turque en la débarrassant de ses emprunts à l'arabe et au persan. Cette réforme est un succès, même si elle a des inconvénients. En une génération, les Turcs ne comprennent plus leurs anciens livres en arabe. Pour promouvoir cette réforme, Mustafa Kemal n'hésite pas à devenir le premier instituteur de la nation, après avoir été son héros dans la guerre. Pour moi, comme pour beaucoup d'observateurs de cette époque, la réforme la plus importante est celle de l'écriture. L'abandon de l'alphabet arabe avait une double fonction. D'une part, elle servait à couper les liens avec le monde musulman, ce que les adversaires d'Atatürk jugeaient inacceptable, naturellement, et d'autre part, elle a grandement facilité l'alphabétisation de la population. De la même manière, au Congo, l'un des objectifs principaux de la suppression de l'alphabet arabe était de déposséder le Kiswahili de son passé islamique en le dissociant de son caractère arabe pour le consacrer en tant que langue marquée de l'empreinte de la culture européenne. Ce changement d'écriture du swahili a été un processus complexe, provoqué par la colonisation donc, mais également par des facteurs religieux et sociaux. Ce passage n'a pas seulement concerné l'écriture, mais il a aussi affecté la structure sociopolitique de la langue et la manière dont elle était perçue par les populations locales. Bien que l'alphabet latin soit désormais dominant dans l'écriture du swahili, l'héritage de l'écriture en adjami demeure un élément important de la culture et de l'histoire des peuples swahiliphones. Aujourd'hui, en Afrique de l'Est et au Congo, un mouvement de revivification du swahili adjami prend forme. Beaucoup, qu'ils soient descendants des arabo-swahili ou non, font revivre cette forme du kiswahili que les colons ont tenté de faire disparaître. Dans certaines communautés musulmanes, à Kisangani, dans le Maniema, dans le Kivu, mais aussi à Kinshasa,
l'écriture arabe continue d'être utilisée et certains des ouvrages lus aujourd'hui à certaines occasions, comme dans les fêtes religieuses notamment, circulaient déjà dans le pays à la fin du XIXe siècle, dévoilant la continuité de cet héritage sur bientôt un siècle et demi.